En 2010, l'iPad a commencé comme un produit simple. Un modèle doté d'un grand écran tactile qui rendait la consommation de contenu plus agréable que sur un ordinateur ou un iPhone. Mais ce n'est plus si simple aujourd'hui. Apple a divisé l'iPad en 4 modèles différents, avec diverses tailles d'écran, caractéristiques, design et compatibilité d'accessoires. Alors découvrons pourquoi cela s'est produit en suivant l'évolution de la gamme iPad au cours des 15 dernières années. Au début, il n'y avait que l'iPad. Il a débuté à 499 $ et pouvait être personnalisé avec plus de stockage ou même une connectivité cellulaire. Cela a été le cas pendant près de 3 ans avec le modèle original, l'iPad 2 en 2011 et l'iPad de 3e génération en mars 2012. Mais pendant ce temps, un nouveau marché de tablettes a émergé qui menaçait l'iPad. Il était composé de modèles de 7 pouces qui étaient plus légers, plus compacts et plus confortables à utiliser d'une seule main. Steve Jobs a initialement rejeté ce marché, affirmant qu'un grand écran de 9,7 pouces était essentiel pour une bonne expérience de navigation. Il a en fait déblatéré à ce sujet lors d'un appel de résultats en fin d'année, disant que les tablettes de 7 pouces seront mortes à l'arrivée et que les tablettes de 7 pouces devraient être livrées avec du papier de verre pour que les utilisateurs puissent limer leurs doigts afin de pouvoir les utiliser. Je ne suis pas certain de la signification, car l'iPhone avait un écran bien plus petit et convenait parfaitement aux doigts. Mais finalement, des articles ont été écrits en soutien des tablettes plus petites, comme celui de Kevin Toffol intitulé « Pourquoi j'ai juste largué l'iPad ?» La taille compte. Selon Toffol, la Galaxy Tab, 2 fois plus petite qu'un iPad, est bien plus facile à transporter et à utiliser debout ou en marchant. Eddie Q, vice-président senior des services d'Apple, a envoyé cet article à Jobs par email, disant qu'après avoir utilisé un Samsung Galaxy, il était d'accord avec beaucoup des commentaires dans l'article. Je crois qu'il y aura un marché pour les tablettes de 7 pouces et nous devrions en faire une. C'était en janvier 2011. Et bien que Jobs semblait se réchauffer à l'idée d'un iPad plus petit, sa mort en octobre 2011 a éliminé tous les obstacles à sa création. Donc en novembre de l'année suivante, Apple a introduit l'iPad mini qui avait un écran plus petit de 7,9 pouces, un nouveau format avec des bordures plus petites de chaque côté et un prix plus abordable de 329. L'iPad standard de 3e génération avait un écran de 9, 17,8 cm et coûtait 499 $. Mais ce n'étaient pas les seuls modèles vendus. Apple a continué à vendre l'iPad 2 vieux d'un an à un prix réduit de 399 $. Cela signifiait que les clients devaient décider s'ils voulaient un grand ou un petit iPad, puis choisir entre le modèle plus ancien ou plus récent, rendant les choses un peu plus compliquées qu'il y a quelques années. Cela illustre bien la stratégie de vente d'Apple. Ils voulaient proposer des iPads à différents prix pour faire 2 choses, maximiser les revenus et capter autant de clients que possible. Cela s'est davantage concrétisé en 2013 avec l'introduction du premier iPad Air. Il présentait un design plus fin avec des bordures plus petites, similaires à l'iPad mini, mais le système de nommage a rendu les choses un peu plus compliquées. Car l'iPad standard, anciennement le modèle phare, était moins cher que l'iPad Air. L'iPad mini était maintenant offert en 2 versions. L'un à 299 $ et 399 $, le même prix que l'iPad plus grand de 9, 17,8 cm. Ce qui a amené les clients à se demander pourquoi un appareil avec un écran plus petit coûte autant qu'un appareil avec un écran plus grand. Mais Apple savait que la plupart des gens achètent ce qu'ils peuvent se permettre. Ainsi, vendre un iPad mini à 299 était attrayant pour les clients ayant un budget limité, tandis qu'un modèle plus cher à 399 rapportait à Apple plus de revenus que le précédent prix de 329. En 2014, la situation a empiré. Apple a sorti le nouvel iPad Air 2 et l'iPad mini 3 tout en continuant à vendre leurs prédécesseurs. Ainsi, les clients qui se rendaient à un présentoir d'iPad dans un magasin Apple voyaient 3 iPad mini identiques vendus à 3 prix différents. À des iPad Air identiques également, vendus à 2 prix différents. Et c'est en plus du Mini 3 qui est au même prix que le plus grand Air. Combien de temps pensez-vous qu'il a fallu à la personne moyenne pour comprendre les différences minimes entre tous ces modèles? Mais encore une fois, Apple ne s'en souciait pas, parce que cela leur a permis de vendre un iPad à un prix record de 249 $, ce qui signifiait que les parents pouvaient les acheter pour leurs enfants et que les entreprises pouvaient les acheter en gros pour leurs employés et qu'Apple pouvait capturer des segments du marché des tablettes jamais atteints auparavant.
Mais ils avaient un plan secret pour capitaliser sur tous ces nouveaux clients. Car en 2015, ils ont cessé de s'intéresser aux petites iPads à faible coût et ont introduit l'iPad Pro avec le plus grand écran à ce jour de 12,9 pouces et le prix le plus élevé à ce jour à 799 $. Maximisant encore plus les revenus en donnant aux clients sans budget l'opportunité de dépenser plus pour un iPad que jamais auparavant. Apple a également augmenté le prix d'entrée du Mini de 249 à 269, donc on peut déjà voir la tendance qui se dessine. Ce qu'Apple a rendu encore plus clair en 2017 lorsqu'ils ont consolidé la gamme d'iPad en seulement 3 modèles. Le Mini à 399 $, l'iPad de 5e génération à 329 $ et 649 $ et 799 $. Apple a simplifié les choses en proposant 3 modèles distincts et clairement différents les uns des autres. Mais la tarification n'était pas aussi intuitive. Un petit iPad mini coûtant 70 $ de plus qu'un grand iPad n'avait pas de sens à première vue. Il est à noter qu'Apple s'est réorienté de la vente de modèles à bas prix vers des modèles plus onéreux. En 3 ans, l'iPad le moins cher est passé de 249 $ à 329 $, tandis que le plus cher a bondi de 499 $ à 799 $. Apple avait capturé des millions de clients à un prix bas, et ils étaient prêts à vendre plus cher à ses utilisateurs lorsqu'il était temps de mettre à niveau. En 2018, Apple a encore augmenté le prix de l'iPad Pro. Malgré les mises à niveau impressionnantes de cette année, de nombreux clients ont été surpris par le coût. 799 $ contre 649 un an auparavant et le modèle plus grand 999 $, soit une hausse de 200 $ en un an. L'iPad Air a également été réintroduit au début de 2019, donc les clients avaient 4 modèles à choisir qui variaient en prix de 329 à 999 $. C'était une situation fantastique pour Apple, car elle couvrait une large gamme de prix qui garantissait qu'ils obtenaient autant d'argent que possible de chaque client. Et ils ont essayé de creuser un peu plus dans les portefeuilles des gens en 2021, lorsque des augmentations de prix ont été introduites sur presque tous les iPads. Le modèle à 329 est resté le même, mais le Mini est passé de 399 à 499, l'Air est passé de 499 à 599 et le Pro de 12,9 pouces est passé de 999 à 1099. Les iPads devenaient chers, malgré le fait qu'il y avait toujours 4 modèles différents. En 2022, Apple a tenté de remédier aux fortes hausses de prix en introduisant un modèle légèrement plus haut de gamme, mais moins cher avec l'iPad de 10e génération. Il coûtait 449 $ et offrait un design plus moderne que le modèle le moins cher, mais ajoutait de la complexité pour les acheteurs avec 5 modèles différents parmi lesquels choisir, ayant diverses compatibilités avec l'Apple Pencil et le Magic Keyboard. Heureusement, dans la gamme actuelle d'iPad, Apple a en grande partie résolu ce problème. Tous les modèles, au nombre de 4 avec des noms et fonctionnalités distinctes, sont compatibles avec un Apple Pencil USB-C. C'est mieux que les années passées, mais les hausses de prix sont encore perceptibles. Surtout avec l'iPad mini, qui coûte maintenant ce qu'un modèle de taille normale coûtait auparavant. Et l'iPad Pro, puisque les 2 modèles ont de nouveau augmenté de 200 $ l'année dernière, passant de 799 à 999 et de 1099 à 1299. Cela signifie qu'un iPad de 12,9 pouces coûte maintenant plus cher qu'un MacBook Air de 15 pouces. Et je ne suis pas sûr que le client moyen devrait jamais dépenser autant pour un appareil fonctionnant sous iPadOS, puisque macOS est beaucoup plus utile. Donc, bien que l'achat d'un iPad puisse être déroutant, la stratégie de vente fonctionne bien pour Apple, puisque le chiffre d'affaires de l'iPad a atteint 7 milliards le trimestre dernier, ce qui était 8% de plus qu'en 2023 et a presque égalé le maximum de 7,7 milliards de dollars. C'est donc pour cela qu'Apple vend autant d'iPads différents. C'est Apple expliqué. Merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo.